Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre fidélité, merci de votre ténacité. Je sais que vous avez fait du jeudi soir 20h votre moment préféré en télévision et nous vous en remercions. Vous nous avez dit, bon, comme il y a de la politique partout, allons essayer de prendre un peu de recul par rapport à la politique, mais tout en faisant de la politique. Et là, on a invité un des vieux routiers de cette émission, puisqu'il a déjà été invité à plusieurs reprises, mais on a tenu à le recevoir parce que, l'actualité nous oblige à avoir cette réflexion sur l'un des domaines majeurs de l'économie martiniquaise qu'est l'agriculture, mais parce qu'il a aussi des choses à dire. Monsieur Alexis Gouillet, bienvenue. Bonjour Monsieur Marajo et bonjour à toutes vos auditrices et vos auditeurs et d'abord une excellente année pour tous nos compatriotes martiniquais. On a passé les années précédentes de manière compliquée, mais là, ça se corse. On va dire que ça se corse. 2026 va être une année, je pense, très compliquée. Donc, à nous de faire les bons choix et de prendre les bonnes décisions. Voilà. Bon, vous avez raison, c'est une année qui commence difficilement. Maduro peut en dire quelque chose, mais le gouvernement français aussi. Et il semblerait qu'on s'achemine soit vers un 49.3, soit vers des ordonnances pour que le budget puisse être voté. Sauf s'il y a une motion de censure qui est votée juste derrière et on n'a plus de gouvernement. Bon, on va commencer comme ça, de la politique, de la vraie, puisqu'elle touche à au quotidien des Martiniquais. Bien sûr. Vous qui avez été le président de Banamart, vous ne l'êtes plus. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude, allons appeler ça de la nouvelle attitude, de la nouvelle posture des dirigeants gouvernementaux vis-à-vis de l'agriculture martiniquaise et plus largement des Martiniquais? Parce que ça vous avait heurté. Oui, ça m'avait heurté parce qu'on était dans un tel décalage par rapport aux réalités. J'ai envie de dire que on était dans deux mondes différents. Dans deux mondes différents. Soyez plus précis. Ah, ben écoutez, alors nous, agriculteurs, on a toujours la tête dans le guidon, on s'occupe de nos champs, on essaie de produire une production agricole qui soit la plus vertueuse possible, qui soit la plus propre possible. Je parle de l'agriculture en général. Ouais. Et à côté de ça, on a des dirigeants qui sont dans des postures qui sont complètement lunaires, quoi. Qu'est-ce qui change par rapport à ce que vous avez connu? Parce que bon, à l'époque, François Mitterrand, Jacques Chirac, encore un tout petit peu Nicolas Sarkozy, et après ça a dérapé. Ce décalage entre la réalité et puis les choix gouvernementaux, est-ce que ça s'explique uniquement parce que la France n'a plus les moyens de subvenir aux besoins des danseuses de la République, comme Giscard d'Estaing les avait appelées? Moi, j'ai envie de dire que la France s'est dédouanée de ses obligations. Elle s'est dédouanée de ses obligations régaliennes. Elle a confié tout ça à l'Europe. Ouais. Et aujourd'hui, malheureusement, on en paye un peu le prix. Il y a 30 ans, la France était considérée comme un pays qu'on entendait, qu'on écoutait et avec qui on discutait. Aujourd'hui, force est de constater que non seulement on ne nous écoute plus, on ne nous entend plus, mais on ne pèse plus rien. Parce qu'on a laissé courir, je vous le dis sincèrement, c'est ce que je pense. Maintenant, ça n'engage que moi. On a abandonné l'industrie française. On a abandonné tous ces domaines qui, pour moi, sont extrêmement importants, que sont la recherche et le développement, l'éducation. On a abandonné. Et puis là, le dernier mur porteur, comme j'aime bien l'appeler, qui est l'agriculture, on l'a abandonné aussi. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que la maison, elle ne tient pas, son mur porteur. Elle ne tient pas. Alors, vous étiez tellement irrité des promesses non tenues. Alors, on va faire sourire nos téléspectateurs.
Vous étiez face à un représentant du ministère, vous avez plié votre petite sacoche, vous vous êtes levé et vous lui avez dit « Est-ce que c'est parce qu'on est noir que vous ne tenez pas vos promesses, que vous n'accordez pas à nos demandes tout l'intérêt qu'elles méritent ?» Non, Et mais- il vous a dit Gouye Moli, pas vous, pas vous. Ah ouais. Mais vous savez, quand on est en face de gens qui vous invitent et puis qui vous disent venez nous voir pour nous expliquer vos problèmes, Ouais. et que quand vous faites 7000 km pour aller expliquer vos problèmes, qui sont somme toute les mêmes problèmes que tous les agriculteurs français rencontrent aujourd'hui, hein, il faut regarder, mais c'est la réalité, et que non seulement on ne vous écoute pas, mais qu'en plus de ça, on vous fait comprendre que Vous pesez pas lourd. vous ne pesez pas lourd, mais surtout que vous vous êtes déplacé pour rien. Alors que c'est cette personne qui vous a dit, mais venez nous voir. Venez nous voir. Donc, Alors, est-ce que, on va faire le grand écart, est-ce que de temps en temps, je sais que vous avez des rapports privilégiés avec Serge Letchimy, oui, que c'est quelqu'un que vous estimez. oui. Est-ce que vous comprenez de temps en temps son attitude face au gouvernement, cette exaspération? Alors peut-être vous ne partagez pas ses choix politiques, ça c'est clair, mais cette espèce d'exaspération face à des demandes qui ne sont jamais prises en considération. Ben, oui, parce que, bon, tout autant que la demande soit aussi non seulement bien construite et bien objectivée. Oui. Voilà. C'est clair que vous ne partagez Voilà. pas tout, mais, Non, je ne partage pas tout. mais j'ai l'impression de retrouver cette espèce de colère. Ah, mais c'est évident. C'est évident. C'est évident. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent pour changer, selon vous? Ben, ils attendent qu'il y ait un clash. Ils attendent qu'il y ait un clash. Et le clash, il va finir par arriver. Parce que si vous voulez, on veut laver plus blanc que blanc. Hein, Ouais. on veut mettre toutes sortes de choses pour qu'on soit parfait. Mais on ne peut être parfait que quand les fondations sont solides. Alors, Si les fondations ne sont pas solides, qu'elles ont été érodées, qu'on les a attaquées en permanence et qu'elles menacent de s'effondrer, aujourd'hui, je pense sincèrement que la première des choses, c'est de reconstruire les fondations. Alors- Et reconstruire les fondations, ça n'est pas compliqué, hein, c'est juste une question de volonté politique, c'est une question de courage politique, et c'est surtout une question d'unité dans l'objectif qu'on veut atteindre. Alors, cette Voilà. unité, il vaut mieux la bâtir déjà parmi ceux qui demandent, on va dire Oui. ça comme ça. Oui. Et vous vous êtes battu et vous continuez à vous battre pour que la profession agricole, on va dire ça comme ça, soit unie face à ceux qu'on vient d'évoquer. Alors, à la fois le gouvernement français, mais surtout les fonctionnaires européens. Oui. Parce que vous dites, s'il n'y a pas d'union, il n'y a aucun résultat. Monsieur Marajo, moi j'ai toujours milité. Alors je suis évidemment producteur de bananes, mais j'ai toujours milité pour l'agriculture martiniquaise. Parce que pour moi, faire de la banane sans réfléchir et penser aux autres cultures, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est une erreur. Je pense même que c'est une erreur Ouais. fondamentale. D'ailleurs, j'ai toujours dit que la réflexion pour laquelle on était certain d'aboutir à un résultat, c'était une réflexion unitaire de toutes les filières agricoles, quelles Donc qu'elles soient. vous n'opposez pas ce qu'on a l'habitude d'appeler, de manière un peu cavalière, la diversification Ouais. aux cultures, on va dire, intensives, monocultures, que sont la banane, la canne, par exemple. Mais Vous dites, il n'y a pas d'opposition. Il y a besoin de l'autre. Ouais. Il y a besoin de l'autre. Il n'y a pas ça marcher sans l'autre. C'est ma conviction. Est-ce que vous Maintenant, pouvez je me illustrer... trompe peut-être. Non, mais est-ce que vous Mais- pouvez illustrer ça? Pourquoi vous dites il y a un besoin de l'autre? Mais monsieur Marajo, on est une petite île qui fait 1100 km². Il y a cette culture prédominante qui est la banane que sont la banane et la canne, qui ont toujours existé.
et qui sont des locomotives. Mais les autres cultures, les autres cultures doivent exister également parce qu'il faut nourrir aussi la population. Ouais. Il faut nourrir aussi la population. Et si vous voulez, les autres filières sont en difficulté, en grande difficulté. Les deux plus grandes filières, que sont la banane et la canne, le sont également. Ça, on a tendance à l'oublier. Vous dressez un portrait. Mais on se trompe de diagnostic dans cette histoire-là. Allons-y. Vous faites un portrait catastrophique, là. Vous dites, diversification, ils vont très mal. Oui. Banane, ça va pas bien. C'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Et canne, non plus. C'est pas bon non plus. Bon, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste rien. Donc, pour moi, la première des choses, c'est qu'il faut que tout le monde se mette autour d'une table. Tout le monde. Et puis se dise, mais qu'est-ce qu'on veut pour l'agriculture martiniquaise de demain? Au lieu d'opposer les filières les unes contre les autres, il vaut mieux les mettre tout ensemble, réfléchir sur un projet, et ce projet-là, le porter auprès des instances gouvernementales. On a l'impression que... Et c'est même par Paris qu'il faut aller, parce que Paris ne décide plus, c'est Bruxelles qui décide. Alors, on a l'impression que dans les deux camps, puisque ça s'oppose, on va dire ça comme ça, il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour se mettre d'accord, qui veulent préserver des intérêts. Et vous, à plusieurs reprises, vous êtes heurté à ces gens-là. Hein. Oui, bien sûr. Quand vous avez dit, par exemple, je vais défendre la diversification, il y a des gens qui ont dit, c'est Béthia, qu'elle volait diversification. Ouais. Quand vous avez dit, il faut absolument augmenter, par exemple, le POSEI destiné à la diversification, il y a des gens de l'autre côté qui ont dit « Oh là, il ne faut pas toucher au POSEI », alors que vous n'aviez jamais dit qu'il fallait toucher au POSEI. Qu'est-ce qui ferait? Le POSEI, c'est un dispositif qui a été mis en place en 2004 ou 2006, je crois. En 2006. 2006, pardon, oui, 2006. On est en 2026. 20 ans. 20 ans après. Rien n'a changé. Le montant de l'aide est resté le même, alors que les coûts de production ont explosé. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a mis des contraintes en permanence. On n'a plus le droit d'utiliser ceci, on n'a plus le droit d'utiliser cela. On n'a plus le droit de faire ci, on n'a plus le droit de faire ça, Les etc. contraintes dont vous parlez, c'est par exemple des contraintes sur les produits phytosanitaires. Pas que. Il y a quoi par exemple? Mais alors, on a des contraintes sur l'eau, on a des contraintes, comment dirais-je, tout ce qui est engrais, etc., ça a explosé en termes de prix. La main-d'œuvre de 2006 et la main-d'œuvre de 2026, rien à voir. Elle n'est pas la même. Les charges ne sont pas les mêmes. Tout a explosé. L'aide n'a pas bougé. L'aide n'a pas bougé. Et ce qui s'est passé pour la diversification, parce que moi j'ai connu la Martinique, où il y avait une diversification florissante, M. Marajo. Florissante. Là, on l'a oublié. Je n'arrête pas de le dire. On l'a oublié. Quand j'étais jeune gamin et que je m'occupais de l'exploitation chez mon père, on faisait des citrons, on faisait des avocats, on faisait des aubergines, il y avait des manguiers, il y avait des agouts, il y avait un paquet de choses qu'on ne peut plus produire aujourd'hui. Mais pourquoi on ne peut plus les produire? Ce n'est pas à cause de la banane, ce n'est pas à cause de la canne, c'est parce qu'on n'a plus les moyens techniques, on n'a plus les moyens scientifiques, on n'a plus les moyens de produire. Donc en clair... Et par rapport à ça, on a également une population d'agriculteurs qui a vieilli. La moyenne d'âge aujourd'hui d'un agriculteur, c'est 60 ans. Et on n'a pas préparé la relève. Et la relève, même en la préparant, comment vous pouvez inciter un jeune à venir dans l'agriculture aujourd'hui quand on voit les difficultés, les contraintes qu'on nous impose en permanence? Le gars, il n'a pas envie. Et c'est pour ça que je dis, il faut refaire la matrice. La matrice n'est plus bonne. Elle n'est plus bonne. Il faut la refaire. Et il faut donner des moyens aux agriculteurs pour qu'ils puissent produire. Vous savez, M. Marajo, un agriculteur, un vrai, je parle des vrais, pas ceux qui bricolent. Les vrais. Ceux qui mettent des garages dans les champs de bananes. Les vrais agriculteurs, ceux qui bossent. Ouais. Demain matin, vous lui promettez, vous lui assurez un écoulement normal de sa marchandise.
une rémunération juste et équivalente au travail qu'il fournit, il va se mettre au boulot. Hein. Si on veut inciter, il faut inciter les gens. Il faut inciter les gens à travailler. Mais est-ce que les gens que vous avez en face de vous... On n'incite plus les gens à travailler. On les incite à essayer de jalouser celui d'à côté. Les gens que vous avez en face de vous, est-ce qu'ils croient encore en l'agriculture? Alors je parle bien évidemment du gouvernement, des hommes politiques locaux et des fonctionnaires européens. Est-ce qu'ils croient encore en l'agriculture? Parce que si j'écoute la chef de la Commission européenne, elle dit, moi, cette histoire de poser là, je vais finir avec ça. Et puis, c'est plus l'Europe qui va gérer ça. Je vais donner ça au gouvernement et puis ils vont se démerder. Tout le monde tremble, hein, parce que là, c'est en cours de négociation. Ça s'arrête. Grosso modo, ça va être géré en 2026. Oui, ça va être géré en 2026. Et c'est très grave ce qui se passe. Est-ce que ces gens croient encore en l'agriculture? Ces gens-là, ils croient au libre-échange. C'est le libre-échange. Mercosur. Mercosur, libre-échange. Mais c'est le libre-échange, mais à sens unique. Alors, allons rappeler pour les gens qui nous écoutent ce que c'est cette histoire, ce concept de libre-échange. Le Mercosur, vous savez, M. Marajou. Allons leur dire, attendez. Non, attendez, important. Attendez, le Mercosur, je vais vous dire quelque chose. Ce traité du Mercosur, je le dis sincèrement, c'est un très bon traité. C'est un très bon traité. Tout autant que la France ait défendu ses intérêts vitaux les 30 dernières années pour pouvoir faire valoir ses intérêts comme l'Italie l'a fait, comme l'Allemagne l'a fait, et pour pouvoir s'imposer au niveau européen. Chose qui n'a jamais été faite. Oui, mais ça donc on est les dindons de la farce. Surtout la France, pas l'Allemagne. Parce que l'Allemagne dit, tant que vous laissez rentrer mes Mercedes, moi je laisse rentrer du poulet. Ouais. Et comme ils ne sont pas des gros producteurs de poulet, ils s'en foutent. Mais pour les gens qui nous écoutent, allons rappeler quand même cette histoire de libre-échange. En clair, les produits circulent librement, sans contrainte, notamment de droits de douane, et des marchés du Sud peuvent pénétrer les marchés européens, et l'inverse moyen, sans contrainte. Mais on n'est plus du tout dans ça avec notre ami Donald Trump. Vous avez vu qu'il a explosé cette notion de libre-échange. Mais vous dites, ces gens-là ne croient pas en l'agriculture. Et quand on s'intéresse à une agriculture qui est moins, on dirait, florissante, qui est celle des produits destinés à nourrir les habitants de la Martinique, là, ils s'intéressent encore moins. Vous, pourquoi ça vous intéresse de défendre la diversification? D'où ça vient, cette histoire d'intérêt pour les dachines, les ignames, le fruit à pain, etc. Mais monsieur Marajou, on reçoit des dachines et des ignames du Costa Rica, en pagaille. On reçoit des ananas, on reçoit toutes sortes de produits de tous ces pays-là qui produisent. Du citron de Colombie, etc. Tous ces pays-là produisent et nous, on ne produit plus. Pourquoi? Parce qu'on nous a mis des contraintes sanitaires, c'est très bien, mais les contraintes sanitaires qu'on nous a imposées de mettre en place, ces mêmes produits-là, on les fait rentrer sans aucun contrôle, avec toutes sortes de produits qui sont formellement interdits, sans aucun contrôle. Donc, on est en train de se tirer une balle dans le pied. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que je me suis renseigné, il y a des contrôles. Il y a un certain nombre de produits qui sont renvoyés à la frontière, mais le nombre de contrôles est largement insuffisant. C'est-à-dire que les panneaux douaniers, entre guillemets, bien évidemment, ce n'est pas les douaniers qui contrôlent ça, ben, là, qu'à rentrer. Donc, les contrôles que nous imposons ne sont pas... sont beaucoup plus nombreux que les contrôles que nous imposons aux importateurs. Oui. Mais c'est quoi le risque? Parce que les gens nous regardent, bon, moi j'ai vu des cerises venant d'Argentine, toutes sortes de produits venant du monde entier. C'est quoi le risque pour le Martiniquais? Alors, le risque pour le Martiniquais, déjà, bon, ce sont des produits, on ne sait pas avec quoi ça a été produit, on ne sait pas quels sont les produits qui ont été utilisés. Alors, le fantôme de la chlordécone passe au-dessus de nos têtes. Voilà.
Mais à part ça, on a vécu pendant de nombreuses années à la Martinique avec des produits de saisonnalité. On avait nos mandarines, on avait nos avocats. Les avocats, on parle des avocats. J'ai connu la Martinique il y a 30 ou 40 ans qui produisait entre 15 et 20 000 tonnes d'avocats, si ce n'est pas plus. 20 000 tonnes d'avocats. Et c'était des avocats qui étaient exportés. Ben, on a arrêté la production d'avocats. Pourquoi? Parce que quand les pays comme le Mexique, comme Israël, l'Espagne ont commencé à faire des avocats, on s'est fait sortir du marché. On n'était pas compétitif. Et puis on n'était pas compétitif. Et puis bon, il y avait quand même une distance, quoi. Ouais. L'Espagne, c'est collé à la France, quoi. Bon, le Mexique, c'est plus loin. Mais ils ont des coûts de main-d'œuvre, que nous n'avons pas. Donc, les dés sont pipés dès le départ et la concurrence déloyale, c'est une réalité. C'est une réalité. Qu'est-ce que vous avez comme retour de vos pairs quand vous mettez à défendre les petits? Parce que, désolé, on ne connaît pas beaucoup de grandes exploitations de diversification. Il y en a qui existent, hein, et il y en a qui se mettent en plus du côté du marigot à aller sur des surfaces qui sont importantes. Mais vous passez pour une espèce de Don Quichotte, là. Non, parce que si vous voulez, on a toujours fonctionné comme ça. Quand vous dites « oh », c'est votre famille. Oui, mais même, je suis issu du Nord-Atlantique. Dans le Nord-Atlantique, qui est une région que je connais bien parce que j'ai vécu là-bas, il y a toujours eu cette solidarité. Il y avait les gros producteurs, il y avait des plus petits producteurs, et il y avait une vraie solidarité, qui existe toujours d'ailleurs, Sauf que, si vous voulez, aujourd'hui, on est arrivé dans un système qui est tellement... le producteur qui veut faire par exemple des ignames ou des dachines, il a des maladies qu'on n'arrive pas à soigner parce que les produits qui les soignent sont interdits. Bon, je ne dis pas qu'il faut revenir aux chimiques, mais... Ça c'est pas encore guéri, ça, il faut faire attention. Hein. Mais attendez, Monsieur Marajo, les organismes scientifiques, ça existe. La science fait des progrès énormes. Les recherches, aujourd'hui, on commence à avoir l'IT2 qui travaille sur ces dossiers-là depuis quelques années. On commence à avoir quelques éléments intéressants de production agroécologique. L'IT2, c'est un laboratoire de recherche de Banamart. À l'origine, l'IT2, c'est l'Institut technique tropical, qui a été une initiative des producteurs de bananes. Et aujourd'hui, l'IT2 travaille pour la banane, mais il travaille aussi pour les autres cultures. Les mangues. Les cultures arboricoles, les racines. Les racines, mais également tout ce qui est maraîchage, ouais. Sur les tomates, les laitues, etc. etc. Donc vous êtes optimiste. Mais à part ça, ouais. On n'aurait pas mis ça en place. Mais il n'y avait rien zéro. Ouais. Il n'y avait rien zéro. Et malheureusement, on est confronté à des barrières sanitaires qu'il faut pouvoir lever. Et je suis intimement convaincu qu'avec de la recherche, avec des scientifiques, on peut trouver des solutions. Mais c'est toujours la même chose, Monsieur Marajo, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut avoir une volonté et un courage politique de mettre les choses en place. Alors, vous dites, les gens qui disent qu'on peut faire de l'agriculture tropicale sans y mettre à minima un certain nombre de produits phytosanitaires, allons dire les choses très clairement, ouais. Ils racontent des conneries. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Mais monsieur Marajo, allons prendre un exemple tout simple. Demain matin, vous chopez l'espèce de grippe qui est très mauvaise là. Ouais. Qui est très mauvaise. C'est temps-ci, il y a un truc qui court. Moi, je prends du Virapic, je m'en prends Zebrasil, je prends tout ça, pas de problème, je fais tout ça. Mais à un moment, il faut aller aux antibiotiques parce que quand ça devient trop grave, l'antibiotique, c'est quoi? C'est pas des Zebrasil, c'est de la chimie. C'est de la chimie. Je suis désolé, la chimie, il faut l'utiliser. Le problème qu'on a en France,
c'est qu'on est passé du 100% chimie au zéro chimie. Oui, non, mais il y a eu des catastrophes. Parce qu'il y a eu des catastrophes. Mais je suis La d'accord. chlordécone, c'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe, je suis d'accord avec vous. Mais à un moment donné, il faut faire bouger le curseur. Et puis, il faut aussi... Vous savez, moi, je veux bien ne plus nourrir la population parce que il y a des insectes et des machins qui bouffent les légumes. Je fais ça très schématiquement. Les insectes vont proliférer et puis la race humaine va disparaître. Et puis voilà, on sera heureux. Alors, on fait une petite pause sur ces déclarations fracassantes d'Alexis Gouillet et on revient dans quelques secondes. Merci d'être resté avec nous. C'est clair que les opinions d'Alexis Gouillet, de mon point de vue, valent le détour, ne vont pas faire plaisir à tout le monde, mais c'est pas fini. La seconde partie de l'émission, ça va être pire. Si je vous dis poséi, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Alors, poséi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est une aide à la production assujettie à certaines règles auxquelles on ne peut pas déroger, parce que ce sont des fonds publics. Donc, très clairement... C'est une aide à la production. Vous venez de décourager... C'est pas une aide d'allocation femme seule, c'est pas une aide en l'argent de rabord pour être bocaillou, c'est une aide à la production. Il faut produire. Donc en clair, vous venez de couper l'herbe sous le pied à tous ceux qui disent il faut transformer le POSEI ou prendre une partie du POSEI pour en faire une aide directe à la surface, par exemple. Mais vous êtes contre cette aide à la surface? Mais monsieur Marajo, ça rime à quoi? Alors, vous avez 1 hectare de terre, on vous donne une aide, mais la CTM est là pour ça. Hein. Si elle veut aider les agriculteurs, la CTM est là pour ça. Il y a des fonds, le fonds FEADER. Ouais. On a je ne sais pas combien de millions qui repartent, parce qu'ils ne sont pas utilisés, ils repartent en dégagement d'office. Pourquoi on ne prend pas cet argent-là pour aider les agriculteurs? Plusieurs dizaines de millions d'euros sont repartis. Ben voilà, plusieurs dizaines de millions sont repartis, alors qu'on a des agriculteurs qui sont à la peine. Il faut bien comprendre que le POSEI, c'est une aide à la production pour toutes les régions ultra-périphériques. Ce n'est pas pour la Martinique uniquement, c'est pour toutes les régions. Alors rappelons que c'est une aide d'origine européenne. Européenne, exactement. C'est pas français. C'est pas français. Et surtout, rappelons que cette aide est menacée. Cette aide est menacée parce que c'est Mme Ursula von der Leyen elle-même qui n'a pas jugé utile que de sanctuariser cette... en fait, c'est notre PAC à nous, c'est notre politique agricole commune à nous, adaptée un petit peu à nos spécificités. D'ailleurs, ça n'existe. POSEI, ça veut dire Programme d'options spécifiques liées à l'insularité. Donc c'est pour les îles. C'est pour les îles. Voilà, donc les îles en question, on peut résumer... Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte... Madère, Canaries, Açores. Voilà. Bon, ça fait du monde, ça. Hein, ben ça fait des millions de personnes. Et puis, alors, je vais parler pour le secteur de la banane que je connais. Madère produit quand même 30 000 tonnes de bananes. Les Canaries, c'est presque 500 000 tonnes de bananes. Ouais. Plus que la Martinique. C'est plus que la Martinique et la Guadeloupe réunis, c'est pratiquement le double. Ouais. Les Açores, je crois que c'est 30 000 tonnes ou 20 000 tonnes, quelque chose comme ça. Ça fait du monde. Ben, ça fait du monde, quoi. Ouais. Alors, vous dites, vous allez nous le confirmer, j'espère que ça n'a pas changé, ne pas me tromper, vous dites, il ne faut pas toucher au POSEI, il faut, on va dire même l'augmenter, mais surtout l'augmenter essentiellement pour la part diversification. Donc, au lieu de prendre dans le POSEI qui va au secteur bananier, il faut augmenter de manière significative la part qui est extrêmement faible au total, diversification, mais il faut conserver l'idée même d'une aide à la production. Mais c'est évident. Vous savez, monsieur Marajo, en prenant l'argent de la banane qui est déjà en difficulté pour aller aider une autre activité qui l'est encore plus,
on va effondrer les deux activités. Mais On va les effondrer toutes les deux. Mais qu'est-ce que vous Est-ce dites que c'est ça le but recherché? Est-ce que vous dites aux gens... Moi, je pense Ouais. qu'il est tout à fait possible, et d'ailleurs, à l'époque, on avait commencé à travailler sur ça au niveau européen et on avait commencé à obtenir des gages. Je pense que l'enveloppe POSEI, elle doit être revalorisée. On avait demandé 50 millions d'euros, rien que pour la diversification. Attention, 50 millions d'euros, c'est pour que les gens ne commencent pas Oui. à arriver, c'est 50 millions pour l'ensemble Oui. des régions ultra-périphériques. Hein. Non, mais c'est de C'est l'argent. conséquent. C'est C'est conséquent. conséquent. Ouais. C'est conséquent. Hein. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours milité en disant, messieurs les agriculteurs, messieurs les représentants des filières agricoles, mettons-nous autour d'une table et objectivons les besoins Ouais. pour pouvoir aller les porter. Vous savez, si on arrive devant la Commission européenne, parce que c'est plus Paris, hein, ça se passe à Bruxelles, et qu'on leur dit, voilà, c'est ça qu'on veut. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander, un tel, telle filière, vous êtes d'accord? Telle filière, vous êtes... Si toutes les filières sont d'accord, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, mais ils sont tous d'accord, donc oui, il n'y a pas de problème, c'est un besoin, on le fait. Mais tant qu'il y aura des divisions, mais les gars vont jouer sur ça. Ouais. Et on va obtenir zéro. C'est ce que beaucoup de Martiniquais n'ont pas compris. L'union fait la force. Alors, tant qu'il y a de l'unité, il y a de la force. Dès Qu'est-ce que qu'il y a vous- de la division, c'est terminé. Qu'est-ce que vous répondez aux gens, d'ailleurs, qui sont assez subtils en la matière et qui disent, mais attendez, on vous a donné une enveloppe et vous avez insisté sur le fait que depuis maintenant plus de 20 ans, cette enveloppe n'a jamais progressé. Mais c'était le deal de départ. Hein. C'est, on vous donne une enveloppe qui ne va pas baisser, qui ne va pas augmenter. Alors, le pas baisser, c'est déjà pas mal, puisqu'à l'époque, ça fluctuait. Elle ne va pas baisser, mais elle ne va pas augmenter. Et vous, vous débrouillez avec ça. Ça, c'était pour les bananiers. Ok. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent, mais attendez, messieurs, depuis 20 ans, vous avez un truc qui n'a pas baissé, c'est clair, il n'a pas augmenté, mais par contre, ce qui a baissé, c'est 1, votre production, et 2, le nombre d'agriculteurs. Donc, en clair, ceux qui restent se partagent la même somme. Donc, par tête d'agriculteur, la somme a explosé. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là qui vous disent, ben, comme vous, de toute façon, vous ne produisez pas, on va prendre une partie des sommes et puis on va la donner à ceux qui n'en ont pas ou pas assez. Alors, le POSEI, concernant, je parle de la banane parce que c'est un secteur Oui, non, que mais moi je connais. parle de manière implicite, je parlais de la banane. Hein. Ouais, il y a ce qu'on appelle des reliquats. C'est-à-dire que bon, vous avez produit tant de tonnes de bananes, on vous paye sur la quantité de bananes que vous avez produit. Et comme il y a une enveloppe, il reste de l'argent dans l'enveloppe parce qu'on Comme a la produit production, moins, ouais, la production est eh ben- moindre. eh ben, le premier reliquat, il est fléché vers ceux qui sont rentrés en banane et qui n'ont pas encore d'aide POSEI, ils sont prioritaires. Ouais. Ensuite, il y a un deuxième reliquat qui est fléché vers ceux qui ont dépassé leur droit à produire. C'est-à-dire que si vous avez produit, on vous a donné un droit à produire de 200 tonnes et que vous en avez produit 300, eh bien, on donne la priorité à celui qui a fait l'effort de produire plus. Ouais. Et le troisième reliquat, il était redistribué pour tous les producteurs. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, bon, on va réorienter pour pouvoir favoriser les moins de 500 tonnes. Et on a Les moins de. les moins de 500 tonnes. D'accord, les petits Les alors. petits. Ouais. Et donc ce reliquat-là, pour ne pas faire de jaloux, on a dit, on le redistribue sur les moins de 500 tonnes, et en tout cas, sur tout le monde, jusqu'à 500 tonnes. D'accord. Bon, celui qui a fait plus, bon, ben, il l'a pas. On a toujours été très, très équitable. Oui, mais ça reste, on est bien d'accord que ça reste dans la banane. dans la banane. Oui, Et- mais M. Marajo, Ouais. heureusement que c'est resté dans la banane. Parce que je peux vous dire que si ce n'était pas resté dans la banane, il n'y aurait plus un pied de banane ici, vers la Martinique. Pour quelle raison? Ben parce que M. Marajo, quand ça a été mis en place en 2006, nos coûts de production ont augmenté de pratiquement 100%. 100%.
Allons essayer d'illustrer. Quand vous dites vos coûts de production, qu'est-ce que vous achetez qui permet, un exemple, ou quelques exemples, qui permet de faire de la banane? Qu'est-ce qui rentre dans la composition de la production bananière? Eh bien, déjà les engrais, Ouais. la main-d'œuvre. C'est quand même une spéculation à forte consommation de main-d'œuvre. Quand vous savez, Combien d'ouvriers par hectare? il faut compter à peu près un ouvrier à l'hectare. Un ouvrier à l'hectare. Ouais. Alors que dans la canne, c'est Un ouvrier pour 20 ou 30 hectares. rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il vaut mieux faire de la canne que, si on ne veut pas embaucher des gens, il vaut mieux faire de la canne que de la banane. Et encore. Bon, il y a les salaires, il y a les engrais, Les engrais, vous savez. les équipements, les machines, tout ça. Et non, il n'y a pas que ça. Vous savez, il y a 30 ans, il n'y avait pas de mutuelle, il n'y avait pas de. Il y a plein de trucs comme ça qu'on a mis en place qui coûtent de l'argent. Et tant mieux. Plutôt une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ouais. Sauf que quand on met des trucs comme ça, il faut que ça soit financé. L'État français, pendant des années, je ne jette pas la pierre à l'État parce que ils font. Enfin, heureusement que l'État est là, parce que la République française et la sécurité sociale, c'est pas mal. Il nous impose en permanence des contraintes supplémentaires qui ne sont pas financées. Et c'est à nous, à chaque fois, de nous démerder. Et en plus de ça, vous savez, si on avait... Allons parler d'un truc que j'ai, quand j'étais là-bas, que j'ai essayé d'initier, qui étaient les drones, qui sont bloqués parce que... On va parler des drones. Si on avait des drones, monsieur Marajo, ça aurait été extraordinaire. Parce que... Alors, tout le monde a peur, parce qu'effectivement, il y a eu le problème de l'épandage aérien, etc. Ah oui, là, en termes d'image, il va falloir bien travailler la communication. Mais vous savez, j'ai été un de ceux qui étaient d'accord pour qu'on arrête le traitement aérien, parce que c'était complètement délirant, quoi. Ouais. Avec les technologies qu'il y avait à l'époque. Mais aujourd'hui, les technologies qu'on a aujourd'hui, ça tombe sous le sens. D'ailleurs, toutes les grandes productions agricoles, dans le monde entier, ne se passent plus du drone. Il n'y a qu'en France qu'on essaye de... Pourquoi? Parce qu'il y a des préjugés, il y a des idées reçues. Enfin, il y a eu des scandales sanitaires monstrueux. Il y a eu des scandales sanitaires monstrueux, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Quand on peut pas les balayer d'un revers de main. Et quand les gens voient les drones arriver, ils disent « Ouh là là, ça qui baille, ça encore ». D'où l'intérêt de faire de la pédagogie et d'expliquer. Alors, en matière de pédagogie sur les drones, parce qu'on a glissé du POSEI au drone, il faudrait peut-être dire que le drone, ça sert non pas seulement pour la banane, mais ça peut faire la patate douce, ça peut faire les ignames, ça peut faire... On a fait une démonstration, à l'époque j'étais encore président de la Banamart, on a fait une démonstration sur un champ de dachine, au Lorrain. Extraordinaire. Le gars prenait pratiquement 4 ou 5 jours pour pouvoir mettre de l'engrais sur ses dachines, sur sa plantation de dachine. Il a une plantation magnifique. C'était torché en 2 heures avec un drone. Ouais. Rappelons que cette exploitation de dachine était à 100% destinée à l'exportation pour la communauté chinoise de Paris. Fantastique. Bien, alors, vous avez une posture qui dérange. Vous dites, je suis martiniquais, les problématiques de la Martinique, ça m'intéresse, donc je vais agir sur ces problématiques. Mais bien sûr. À l'époque, vous aviez attaqué les déserts médicaux. Il y a un problème de l'eau, mon cas était le matin. On comprend le problème là, qui arrive, quand tout ce monde, et puis il ne peut pas arriver non plus. Non, mais on a le même problème là, c'est tout. Mais ça dérange. Ça dérange. On se demande pourquoi un béquet s'intéresse aux sargasses, à l'eau, aux déchets, aux déserts médicaux. Qu'est-ce qui vous arrive, M. Gouillet? Parce qu'un béquet, c'est un Martiniquais, c'est tout. Pour moi, ça tombe sous le sens. Ça tombe sous le sens. Un béquet, c'est un Martiniquais. Il consomme comme tous les Martiniquais, des légumes pays quand il en a et quand ils sont disponibles. C'est tout, quoi. C'est tout. Et puis on vit dans un... Oui, monsieur Marajo. Mais vous avez quand même... Monsieur Marajo, attendez. Est-ce que vous vous imaginez un seul instant, et ça je prends toute la population martiniquaise à témoin, l'histoire de la Martinique, dans ces drames,
dans tous ces drames, parce qu'il y a eu des drames, vous avez vu, au bout de 300 ans, ce qu'on a réussi à faire, nous tous Martiniquais, alors que pendant des années, il y a eu des esclaves, il y a eu des maîtres, je n'ai pas peur de le dire, Ouais. avec tous les drames que ça peut supposer. On continue à vivre ensemble dans ce pays-là. Et on est condamné à vivre ensemble. On est condamné à vivre ensemble. Alors si on doit vivre ensemble, autant le faire de manière intelligente. Et puis au lieu de regarder dans le rétroviseur en permanence, allons regarder devant. Parce que pendant qu'on regarde dans le rétroviseur, les trains passent. Et puis, on les loupe. Parce que vous ne regardez pas dans le rétroviseur, Non. mais vous avez une posture, si j'ose, politique, qui est de dire chaque Martiniquais, quelle que soit sa couleur de peau, quelles que soient ses opinions, quel que soit son passé, doit s'intéresser aux autres Martiniquais. Bien sûr. Et, bien sûr. Mais ça ne plaît pas. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des gens dans les deux camps, appelons ça comme ça, les camps, qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais parce que, à mon avis, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, parce que, vous savez, il y a un petit proverbe, un petit adage qui dit « diviser pour mieux régner ». Il prend tout son sens. Ouais. Il prend tout son sens, là. Il prend tout son sens. C'est clair que cette idée, si elle est mise en pratique, elle va changer beaucoup de choses. Alors, allons prendre un exemple très concret. Vous êtes allé voir avec vos intermédiaires le maire de Grand-Rivière et vous lui avez dit « Monsieur, nos ouvriers agricoles n'ont pas de médecin dans le coin, nous, on veut un médecin. Il vous a dit « ça va être compliqué ». On a fait passer le message. On lui a fait comprendre que si c'était si compliqué que ça, on pourrait faire à sa place. On pourrait mettre 2-3 mobil-hommes. D'ailleurs, il y avait des médecins qui étaient... En une semaine, le problème était réglé. Bon. Et il a réglé le problème. Mais le problème s'est réglé comme par hasard. C'est réglé comme par hasard. Bon. Est-ce que des gens de la société civile comme vous sont condamnés à prendre la place de ceux qui devraient faire que les solutions existent? Est-ce que c'est pas dangereux? Non, alors, je vais vous dire, on va prendre le sujet sous un autre prisme. Les gens de la société civile, moi, ce que j'appellerais un petit peu la société économique. Oui, il n'y a pas que l'économie, hein. Il y a le social, bon. Voilà, vous avez un prisme qui est... Et puis, vous avez le politique. Ouais. Il y a encore... Je retourne un petit peu dans le passé assez régulièrement, mais pourquoi pas? Parce que c'était l'époque où ça marchait. Vous avez des hommes politiques qui travaillaient avec le monde économique. Aujourd'hui, les hommes politiques ne travaillent plus avec le monde économique et ils ne veulent plus travailler avec Pour certains, on devrait s'arrêter à « ils ne travaillent plus hein, », tout simplement. Voilà. Ouais, bon, je les taquine régulièrement, mais bon. Eh bien, vous savez, un homme et puis un madame qui a fait 2 pour 2, pas caniche. C'est pas plus compliqué que ça, pas caniche. 2 pour 2, pas niche. 2 pour 2, pas niche. Ouais. Ce serait un beau slogan de campagne, ça. Il faut se parler, il faut s'écouter, il faut se comprendre. J'ai eu une discussion avec le président Letchimy qui m'a demandé, qui m'a invité à venir le voir il y a 4 ou 5 mois, où on a parlé. Il était très préoccupé par le problème de l'usine du Galion. Du Galion, ouais. Il m'a dit, on va devoir fermer l'usine du Galion parce que, j'ai dit, mais président, mettez le monde économique autour d'une table, avec le monde politique, et puis vous leur dites, bon messieurs, l'usine du Galion, c'est le patrimoine martiniquais. C'est le patrimoine martiniquais, on est d'accord ou pas? Ça nous a fait le patrimoine là. Nous avons sauvé et nous avons quitté mort. Je dis, président, c'est tout ce qu'il faut faire, tu vas voir. Mais il faut se faire confiance. Il faut s'écouter. Il faut se parler. Et ça, vous pensez que c'est un manque crucial dans la gestion de ce pays? Oui. L'absence de dialogue entre les différentes forces, entre les différentes composantes. Et pourtant, on a des choses à dire, le monde économique. Le monde politique a des choses à nous dire. Vous
savez, M. Marajou, on est dans une île, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Allons construire ensemble, au lieu de se regarder comme des chiens de faïence et se tirer dessus. Alors que si on arrive à se parler, à discuter et à se comprendre, mais mon Dieu, on va faire des pas de géant. Des pas de géant. Vous savez, la Réunion performe. Pourquoi? La Réunion performe. Pourquoi? La Réunion aujourd'hui, c'est la région des routes qui est la plus performante. Avec Madère et avec les Canaries. Et pourquoi? Parce que le monde politique et le monde économique se parlent en permanence. Ouais. Ils se parlent en permanence. Ils s'écoutent en permanence. Ils se comprennent en permanence. Chacun a ses idées politiques, chacun a ses machins. Mais quand il s'agit de son île, on fait front commun. On fait front commun. Alors, tout ça, c'est... Bon, on va me dire, ouais, Gouillet, il a fumé la moquette. Mais Gouillet n'a pas fumé la moquette. Tout est une question de volonté politique. Alors, des gens comme vous, des gens qui diffusent ce discours, il y en a de plus en plus, y compris parmi les hommes politiques et les femmes politiques. Donc, on verra ce que ça va donner, ces élections municipales. Qu'est-ce que vous voyez dans la campagne? Parce que vous êtes dans la campagne. Qu'est-ce que vous voyez? Parce que moi, je me suis laissé dire que ça ne sentait pas bon, globalement. De plus en plus de prostitution, de plus en plus de drogue, de plus en plus d'immigration clandestine, de plus en plus de corruption, de moins en moins d'agriculteurs. Et la campagne martiniquaise, c'est quand même, grosso modo, allez, on va dire près de 70%, voire 75% du territoire. Elle n'est pas épargnée par ces phénomènes-là. Elle n'est pas épargnée par ces phénomènes-là. Vous le voyez, malheureusement, ça. On le voit, oui. Vous savez, M. Marajou, ça c'est le Martiniquais qui vous parle. On a besoin de votre témoignage. Nos parents nous éduquaient. Ils nous éduquaient. Qui milat, c'est en éducation. Depuis quelques années, on a confié l'éducation de nos enfants à TikTok, Instagram, Facebook et puis Twitter. C'est eux qui ont éduqué ces moments-là. C'est parents n'ont pas qu'à éduquer personne. Oui, parce que nous cabaye au téléphone. Hein. Si ils n'ont pas tenu téléphone, ils n'ont pas tenu ça. Mais c'est tout. Mais c'est pour ça que je dis, ils ont confié, les parents ont confié l'éducation de leurs enfants à TikTok, Instagram, Twitter et Facebook. Ouais. C'est tout. Ils se sont défaussés. Donc c'est de leur responsabilité. On fabrique des monstres. On fabrique des monstres. C'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça. L'éducation, ou l'en bagaille, méritez. Ou l'en bagaille, méritez. Travaille pour attraper ça ou Léa. Et puis n'envie pas celui du voisin. Fais le tien. Ça n'existe plus, ça. Mais ça n'existe plus. Ouais. Mais monsieur Marajou, c'est un peu vieux jeu ce que je dis, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Mais ça a des conséquences dramatiques. Parce que d'abord, il n'y a plus le goût de l'effort, il n'y a plus le goût de l'objectif à atteindre. Ouais. Et puis il y a surtout, il n'y a plus l'estime de soi. La fierté de quelqu'un qui va chercher quelque chose et qui travaille pour l'obtenir. En fait, c'est ça. Hein. C'est ça. Et je suis très inquiet parce que malheureusement, s'il n'y a pas une vraie prise de conscience, vous savez, et pareil, l'État va s'occuper de ça. L'État, si vous n'y en bail, c'est l'État qui est responsable. Bon Dieu Seigneur, mais l'État pas responsable. Enfin, toute bagaille. Toute bagaille, quoi. Il faut quand même se prendre en main à un moment donné. Alors, l'une des conséquences de cette nouvelle donne, c'est en particulier le fait que les jeunes Martiniquais désertent, pas que les jeunes Martiniquais, les jeunes Bretons, les jeunes Girondins, désertent les métiers traditionnels, en particulier dans l'agriculture. Bien sûr. Et vous êtes obligé de faire appel à d'autres forces vives. Et par exemple, vous faites appel à des Costaricains. Ouais. Alors, quand je dis ça à des gens, les gens me disent, mais non, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous racontez? Alors, le préfet, à votre place, l'a confirmé. Vous le confirmez ou pas? Bien sûr. Mais ça,
à terme, c'est quoi la Martinique de demain? Si on commence à faire venir des Costaricains dans la banane, là notamment, mais à terme ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des Honduriens qui venaient pour le café. Enfin, Monsieur Marajo, on me dit qu'il y a combien 23% de chômage à la Martinique, c'est ça? 23% de chômeurs à la Martinique. Tio, je suis en permanence à la recherche. Je recrute. En permanence. Je trouve personne. Je trouve personne. Je ne trouve personne. J'ai des petits jeunes qui viennent. il n'y a pas qu'arrêter. Mais non, mais c'est pas qu'il n'y a pas qu'à arrêter. Il y a qu'à arriver. Le sentiment que j'ai, je vous le dis sincèrement, c'est que c'est les gens de France Travail qui les envoient pour leur dire aïe faire un entretien, comme ça, on 6 mois de plus pour doigt. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Je sais que je vais me faire des ennemis quand je dis ça. C'est un entretien pour augmenter la durée Mais bien sûr, on entretient l'oisiveté des gens. Ouais. Il y a de vrais chômeurs. Il y a de vrais chômeurs. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Ouais. Il y a de vrais chômeurs. Mais ces vrais chômeurs-là, on ne les entend pas. Hein. Et puis, ils font des boulots, bien souvent, mal payés, sans couverture sociale. Ils sont là. Mais c'est une réalité. On manque de main-d'œuvre. Et il n'y a pas que l'agriculture. C'est dans tous les corps de métier qu'il manque de main-d'œuvre. Ah, tout à fait. Aujourd'hui, on a besoin de gens. Dans un pays frappé par le chômage. Dans un pays qui est frappé par le chômage. Et les Costaricains, pourquoi? Ben parce qu'eux, ils ont besoin de travailler. Hein. Ils sont à 400 US dollars en mois. Ils gagnent 400 dollars par mois sans couverture sociale. Quand ils arrivent ici, ils sont à 1800 € par mois. Ils ont une couverture sociale. Ils ont tout. Donc, voilà. Très bien. Et on comprend qu'ils n'ont pas très envie de... Et puis en plus, ce sont des gens qui... tous ces pays-là, ce sont des pays d'Amérique centrale qui sont ce sont les plus gros producteurs de bananes au monde. Ouais, ils ont une culture de la banane, ils ont une culture de la production bananière, ils connaissent les métiers. Voilà. On a besoin de votre vision, on a besoin de votre intervention, on a besoin de vos histoires, puisque vous êtes ancré dans ce pays. Donc, régulièrement, Alexis Gouillet, vous allez revenir nous parler. Je reviens quand vous voulez, monsieur Arnaud. Moi, j'adore parler de ça, parce que quand on voit, on a une chance inouïe d'habiter ce pays-là. On a une chance inouïe. Inouïe. Et quand je vois toutes ces chances qu'on gâche parce qu'il y a des petites guéguerres d'ego, de pouvoir, ça vous désole. C'est affligeant. C'est affligeant. Mais bon, gardons bon espoir pour 2026. Mais moi, déjà, il y en a une très bonne nouvelle, c'est que vous avez été au bout de cette émission, en dépit des contraintes, etc. Et nous vous disons merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et puis, je dis à la Martinique, tenez bon, c'est l'élan, mais à fort au cas où si capitaine la bombe et si pas bon. Donc, Le problème, c'est qu'on n'a peut-être pas assez de capitaine. Bon, très bien. Et nous vous disons à la semaine prochaine.